Alors on l'a évoqué, l'état psychologique d'un demandeur d'asile qui découle des persécutions qu'il a subies peuvent impacter sa demande forcément puisqu'elle va impacter la manière dont il va retransmettre son histoire. Pour nous parler de ces difficultés, on accueille aujourd'hui Alain Van Otteren, qui est psychologue chez Ulysse. Ulysse, c'est un service de santé mentale spécialisé dans l'accompagnement des personnes exilées. Voilà, Alain, je te laisse la parole. Merci. Il faut juste que... Je me branche. Voilà. Bonjour. Je suis aussi honoré et content d'être invité à parler ce soir. Je vous remercie. Je pense que c'est important de voir aussi qu'il y a beaucoup de monde qui est là parce qu'il faut vraiment une relève en matière d'accompagnement juridique, notamment des demandeurs d'asile, et ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes nombreux. Alors, on m'invite à parler sur la question de vulnérabilité particulière. Je dois vous avouer que c'est un petit peu une gageure et que je vais essayer un peu de déconstruire qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot vulnérabilité particulière. Et je vais essayer aussi de structurer mon intervention sans PowerPoint, je suis désolé, en deux temps. Et donc, le premier temps, ça va être sous une forme d'une espèce de démonstration, de voir comment la procédure rend des personnes qui se sentent vulnérables objectivement vulnérables. Ça, c'est la première partie de l'exposé. Et comment on peut agir pour diminuer la vulnérabilité objective créée par la procédure. Donc voilà, c'était un petit peu provocateur, mais ça me semble malgré tout quand même à relever. Alors je vais reprendre avec vous peut-être quelque chose qui nous intéresse, parce qu'il y a quand même des liens et des différences entre ce qui concerne le droit et le droit des étrangers et l'usage de la psychologie clinique, puisque au départ je suis un psychothérapeute, un psychologue clinicien, très passionné par toutes les questions de droit au séjour et d'interculturalité, mais quand même psychologue au départ. Et donc en ce qui concerne la demande de protection, on vous l'a dit hier et encore aujourd'hui, il s'agit de répondre aux critères de la Convention de Genève qui sont entre autres une crainte objective de persécution. Alors vous aurez pu voir que nous pouvons trouver des liens évidemment avec notre travail de psychologue ou de psychothérapeute, mais en même temps il y a une petite différence, c'est que nous travaillons plutôt au niveau des craintes subjectives ou de persécution, ou pour reprendre les termes exacts de la Convention de Genève, plutôt qu'avec des gens qui craignent avec raison d'être persécutés, nous sommes supposés travailler plutôt avec des personnes qui craignent avec des raisons d'être persécutées. Mais là où ça devient compliqué, c'est que finalement, quand on s'intéresse notamment à des dimensions un peu interculturelles, on se rend compte que cette dimension de la raison ou de la déraison, c'est relatif. Et que dans certains contextes, craindre avec raison deviendra craindre avec des raisons dans d'autres. Je vous donne ce petit exemple qui est facile. C'est notamment le fait que, notamment dans certaines sociétés, on peut attribuer du mal-être, du malheur ou des difficultés à la malveillance d'autrui. Dans ces sociétés, ça ne sera pas nécessairement un signe de crainte avec des raisons. Ici, oui. Par contre, nous avons tendance à croire qu'on peut être triste parce qu'on a quelque chose qui, dans le cerveau, dysfonctionne, et donc on aura une dimension de crainte qui nous semble objective au nom du fait qu'on aurait un dysfonctionnement cérébral. Ça mériterait aussi d'être questionné. Peut-être que ça peut paraître fou dans un autre cadre culturel, encore qu'évidemment, notre cadre culturel devient un peu hégémonique partout. Alors, qu'en est-il finalement d'un troisième contexte? Oui, je voulais aussi rapidement dire que quand je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser avec l'association Ulysse aux droits des étrangers. Je me suis posé la question, mais au fond, dans cette convention de Genève, est-ce qu'il y a une définition de ce que c'est craindre avec raison? La crainte avec raison, qu'est-ce que c'est? Ou est-ce qu'il y a une définition claire et définitive de ce que c'est que la persécution? C'est des mots qui, en tant que tels, moi je pense, n'ont jamais souffert une définition définitive. Alors, qu'en est-il du troisième concept qu'on nous propose, qui est celui de vulnérabilité? Là aussi, ça mérite quand même un peu de s'y pencher. Qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité? Si on prend ça au sens strict, être vulnérable, c'est être dans une situation où on risque plus que dans une autre d'être blessé, d'être atteint. C'est le sens étymologique du mot de la vulnérabilité. Alors, comment est-ce qu'on peut lier ce concept de vulnérabilité avec l'expérience humaine, et notamment l'expérience humaine avec son grand E, ou alors l'expérience subjective de chacun des êtres humains, et peut-être comment est-ce que ça se passe par rapport à la subjectivité qu'on rencontre en tant que psychologue. Une première chose qu'on peut peut-être faire remarquer, c'est que la situation de vulnérabilité,
c'est une situation qui est une situation de base et essentielle à la condition humaine. Il n'y a pas quelque chose qui est plus évident et évidemment humain que de naître vulnérable. Il n'y a pas probablement un animal qui n'est plus vulnérable que le petit humain et qui le reste plus longtemps, ce qui va entraîner, sans doute, des aménagements de la part du sujet humain pour arriver à devenir ce qu'il est, et notamment de développer pour certains un sentiment d'invulnérabilité et cette sensation qu'il, à tort ou à raison, qu'il peut dominer l'essentiel de ce qui se passe sur cette planète. Et donc la dimension de la vulnérabilité, elle est là d'emblée, et c'est peut-être quelque chose qui, jusqu'à un certain point, a amené le sujet humain ou les sujets humains à déployer des outils pour l'éviter, pour sortir de cette condition où ils se sentent vulnérables, où ils pourraient être blessés, où ils pourraient être mis en danger, ils pourraient donc ne pas se développer. Alors, si on reprend un petit peu à un autre niveau la dimension de la vulnérabilité par rapport à la question une double question, est-ce que la vulnérabilité c'est un état, c'est lié à un état ou à une situation? Moi, ça me semble intéressant de relever que pour qu'il y ait vulnérabilité, il faut qu'il y ait à la fois un état particulier, une forme de fragilité et une situation dans laquelle cette fragilité peut être susceptible d'amener à une blessure. Si on ne tient pas compte en même temps de l'état et de la situation, ce mot vulnérabilité n'a aucun sens. Donc il faut à la fois prendre en considération l'état dans lequel les gens sont et la situation. Alors, ça mérite de se dire, mais au fond, on est ici avec des demandeurs de protection, des gens qui ont pour la plupart échappé à la guerre, à la mort, à des situations dans lesquelles ils ont été torturés, des situations dans lesquelles ils ont été persécutés. Ils arrivent ici. En quoi est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vulnérables? On pourrait, en quoi dire de quelqu'un qui a réchappé à la mort qui est vulnérable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'illogique? Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir dire plutôt que la personne, elle était essentiellement vulnérable dans la situation dans laquelle elle se trouvait dans son pays d'origine? Donc la vulnérabilité, a priori, d'après moi, elle était plutôt là. Et il y a à se questionner sur le fait de vouloir dire que quelqu'un qui serait ici pourrait être encore dans une situation de vulnérabilité et à différencier des personnes qui peuvent, en tant que demandeurs de protection, être définies comme vulnérables ou non vulnérables. Petit détail à ce sujet, que les juristes pourront confirmer d'ailleurs, et les avocats. On nous invite, toutes les directives relatives à l'accueil et à la procédure font des efforts considérables pour définir un concept de vulnérabilité, au nom duquel il peut y avoir des conditions d'accueil adaptées et des conditions de procédure également adaptées, mais il est d'emblée dit, mais surtout, on ne peut absolument pas faire lien entre la définition donnée au niveau de l'accueil et des conditions de procédure avec le récit en tant que tel. Est-ce que la personne, au nom de quoi la personne demande la protection? On ne peut pas donc se dire ou déterminer que le fait de déterminer que quelqu'un a besoin de conditions d'accueil liées à sa vulnérabilité ou de conditions de procédure qui tiennent compte de sa vulnérabilité peut être pris comme, en tant que tel comme argument pour justifier qu'effectivement sa demande de protection est légitime. C'est quand même assez particulier, à nouveau, si on prend le sens du mot vulnérabilité au départ. Alors, je vais un petit peu revenir aussi sur tout ce qui a trait évidemment, notamment au récit, et peut-être un tout petit peu nuancer la remarquable présentation qui vient d'être faite, parce que je pense que dans certains cas, ça ne va pas de soi que la mise en récit est possible, que la mise en récit est souhaitable, et nous rencontrons régulièrement des personnes pour lesquelles le fait d'avoir à produire un récit autobiographique sur ce qui leur est arrivé n'est pas possible, n'est pas souhaitable, même dans un cadre thérapeutique, a fortiori pas dans un contexte où ce qui est en jeu, c'est la dimension du droit au séjour. Donc là, restera toujours, et c'est le cas pour nous aussi, c'est pour ça qu'il faut prendre ça comme une nuance et pas comme une critique, nous aussi en tant que thérapeutes, nous accompagnons nos personnes et on va jusqu'au commissariat parfois pour les accompagner
dans la production d'un récit autobiographique sur ce qui leur est arrivé. Or, j'en reviens à ma démonstration, il y a les gens qui sont vulnérables de par leur situation, de par le danger qu'ils courent encore, et puis il y a aussi, du fait d'un moment, d'une exposition et d'une forme de vulnérabilité, et dans la suite de celle-ci, il y a les gens qui continuent à se sentir vulnérables, qui ont cette impression que le danger n'a pas disparu, qu'ils sont toujours en prise avec des images, des sensations, des représentations qui les hantent. Ils sont là avec les fantômes de ce qu'ils ont eu à subir. Et donc, pour ces personnes, l'épreuve de la référence au récit autobiographique et de l'analyse de la crédibilité de leur récit, c'est ce qui les repositionne dans une situation de vulnérabilité objective. Je ne sais pas si ma démonstration est claire, mais donc ils étaient vulnérables dans leur pays d'origine, ils croient s'être sauvés, ils restent, du fait de ce qu'ils ont vécu avec des séquelles associées à ce qu'ils ont eu à vivre, notamment une forme de sentiment de vulnérabilité, une crainte par rapport à ce qui leur arrive, qui reste présente alors qu'ils ont réchappé au danger. Le fait d'avoir à être soumis à nouveau à une épreuve telle que la procédure de demande de protection les renvoie dans une situation où ils sont à nouveau vulnérables. Et donc là, on peut effectivement se questionner et se dire à quoi est-ce qu'on joue. Juste pour vous donner une petite illustration de ceci, par rapport à la question de ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques. Les troubles post-traumatiques, entre autres troubles qu'on répertorie comme repérés chez les personnes présentant des troubles post-traumatiques, il y a ce qu'on appelle la reviviscence. La reviviscence, c'est une espèce de situation où on peut dire que la personne déréalise, où elle a la sensation que ce qui lui est arrivé à un moment donné et qui est à la base de son trauma, donc la situation traumatique, se représente. Alors je vais vous faire une petite expérience comme ça avec vous qui pourra peut-être vous parler au niveau de ce qui peut se faire au niveau de nos 5 sens. Vous savez qu'on a a priori 5 sens plus la parole. Et je vous ferai simplement référence au fait que quand vous arrivez dans un endroit quelconque et que vous sentez une odeur qui n'est pas habituelle, mais qui est caractéristique d'un moment unique et particulier dans lequel vous avez été auparavant, par exemple des vacances. Vous allez dans un endroit X et tout d'un coup, il y a une odeur de cuisine qui vous rappelle des vacances en Indonésie ou en Amérique du Sud, peu importe. Vous allez automatiquement avoir une espèce de shift qui va vous faire à nouveau vous sentir comme vous y étiez. Or, c'est un tout petit stimulus par rapport à vous risquez d'avoir comme ça, l'odeur peut vous ramener là où vous étiez en vacances. C'est plutôt agréable, a priori. Mais ça peut se passer avec les autres sens. C'est très très vrai avec l'odeur. C'est vrai avec les bruits. C'est vrai avec les 5 sens, plus la parole. Ça veut dire que ces 5 sens et la parole peuvent, à un moment donné, notamment dans un contexte particulier pour les personnes présentant notre trouble post-traumatique, les replonger dans le moment où ils ont été persécutés, où ils ont été torturés, où ils ont été victimes d'un viol ou d'autres situations particulièrement atroces. Et donc, c'est tout à fait spectaculaire, en tout cas je peux vous témoigner en tant que thérapeute que ça arrive, de voir comment est-ce que la simple évocation de ce qui est arrivé renvoie la personne directement à la situation de danger. Donc il y a cette espèce de contexte paradoxal dans lequel on se trouve où on voit que la procédure remet en danger la personne et elle la remet secondairement en danger parce qu'elle la met devant une situation impossible, c'est-à-dire de pouvoir être crédible, de pouvoir être cohérent, de pouvoir faire référence à une mémoire chronologique qui va entraîner que l'auditeur, l'intervieweur, l'interrogateur va relever suffisamment de crédibilité, de cohérence et de capacité à donner des détails et des éléments qui rendent son récit objectivable. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est tout à fait
problématique pour nous, et je ne vous cache pas que dans notre clinique à Ulysse, on voit très régulièrement des personnes qui commencent un suivi psychothérapeutique alors qu'elles en sont à une deuxième ou un troisième rejet. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu auditionner des personnes qui sont dans cet état-là? Comment est-ce que... voilà. On essaye de se représenter, au vu de l'état dans lequel on voit les gens, qu'est-ce qui a pu se passer pour que des fonctionnaires et d'autres acteurs, hein, les acteurs de l'accueil, les acteurs aussi du conseil, n'aient pas pu mettre en place quelque chose qui protège la personne d'une situation comme celle-là. C'est réellement problématique. Et je pense que c'est tout à fait essentiel de faire remarquer, en tant que clinicien, en tant que thérapeute, que le fait de retourner par des mots sur ce qui était à la base du traumatisme n'est pas toujours thérapeutique, loin de là. Au contraire, ça peut être vraiment un facteur de retraumatisation et d'apparition des symptômes pour des gens qui n'en avaient pas jusque-là. Alors, que faire? Puisque de toute façon, on ne peut pas y échapper, puisque de toute façon, il faut avoir un principe de réalité aussi en tant que thérapeute et se dire, on ne va pas protéger pendant des semaines, des mois, des années la personne d'être soumise à une procédure qui va la libérer par rapport à une autre question qui est celle de la hantise ou de la crainte d'avoir à retourner dans l'endroit où elle a été mise en danger. Et donc, ce qu'on peut essayer de faire, je pense pour moi, c'est la seule différence que dont je pourrais témoigner avec ce qu'a dit Isabelle, que ça demande beaucoup d'expertise, malheureusement. On peut préparer au récit, effectivement, mais ce n'est pas simple. On peut essayer d'accompagner la production d'un récit de plus en plus cohérent. Ça met énormément de temps, effectivement. Et je pense que dans certains cas, il faut pouvoir aussi, en tant que professionnel, dire tout simplement que la personne ne pourra pas le faire. La personne ne sera pas dans l'état de le faire. Et j'insiste encore sur deux autres points qui me semblent importants. C'est qu'à côté des gens qui présentent des troubles post-traumatiques, il y a des gens qui se souviennent très très bien, mais qui ne pourront jamais en parler. Parce que c'est indicible. Parce que ce qu'ils ont vécu, simplement, il est impensable qu'ils en témoignent, que ce soit un agent de l'État belge, et d'autant plus avec un interprète qui vient potentiellement de leur communauté. Ils n'en parleront pas. Ils préféreront inventer une histoire que de parler de ce qui leur est arrivé. Comment faire avec ça? Je pense que jusqu'à un certain point, la situation thérapeutique, c'est ce qu'on essaye de mettre en place à Ulysse, permet de produire un document qu'on appelle une attestation. Une attestation sur l'état psychique de la personne et qui, jusqu'ici, peut être aussi un élément de preuve, un élément qui permet, dans certains cas quand même, d'être entendu et d'être repéré et de pouvoir justifier qu'on ne sollicite pas trop le récit autobiographique d'une personne pour des raisons liées à son état psychique. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on essaye d'agir. L'autre chose qu'on fait, nous, également, à Ulysse, de manière quasi systématique, c'est qu'on accompagne, comme je vous l'ai dit, au commissariat général, nos patients lors des auditions. Alors, ça a un double effet. Je pense que ça rassure le patient et dans beaucoup de cas aussi, ça humanise l'attitude du fonctionnaire de protection. Comment on dit ça? Fonctionnaire? Non. Officier, agent de protection. Donc, dans les meilleurs cas, ça peut avoir un effet positif. Parfois, ça amène à des situations où il y a une tension plus grande qui en ressort. Ça peut aussi être, du coup, réutilisé par les conseils dans le cas où le psychologue est présent, il signale, il manifeste un incident, c'est quelque chose qui pourrait être réutilisé. Je voulais aussi dire quand même, pour donner un petit bémol, qu'on a du côté, pour notre part en tout cas, on a une expérience assez positive avec le Conseil du contentieux francophone par rapport à la question de la prise en considération de l'état psychique des personnes et notamment des attestations qu'on peut produire. Il y a de son côté aussi une possibilité de travailler, par exemple, pour demander des huis clos
lors d'auditions pour les personnes qui nous concernent. Je pense, vous avez parlé tout à l'heure, non, oui, j'ai plus beaucoup de temps. On a parlé tout à l'heure des problématiques d'orientation sexuelle. Vous devez vous représenter, je ne sais pas si on l'a fait hier, que le conseil du contentieux, c'est des audiences ouvertes. Hein, donc il y a 30, 40, 50 personnes et souvent les autres personnes qui vont passer, ils font partie de votre communauté parce que c'est quand même plus simple pour les juges, et c'est normal, d'avoir des affaires qui sont en lien avec une région géographique X ou Y. Eh bien, pour quelqu'un qui va devoir répondre au juge de quelques éléments de dossier sur son orientation sexuelle, ça ne va pas de soi de le faire devant d'autres, encore moins peut-être que dans le contexte du commissariat. Et là, c'est également utile de pouvoir, avec le conseil, demander le huis clos en tant que psychothérapeute et essayer d'aménager les conditions dans lesquelles les gens vont être entendus. Je termine vraiment avec un truc qui est complètement bidon actuellement, c'est ce qu'ils ont déterminé comme étant le fait de pouvoir, en tant que conseil, signaler la vulnérabilité particulière ou la nécessité de mettre en place des conditions de procédure particulières étant donné la vulnérabilité. Ils ont complètement retourné ça en disant « mais nous en avons tenu compte et d'ailleurs l'officier de protection qui a reçu monsieur ou madame a suivi une formation qui l'invite à mieux pouvoir interviewer quelqu'un qui a un profil de vulnérabilité ». Il y a juste, j'ai appris hier ou aujourd'hui que le Conseil du contentieux avait donné un arrêt qui conteste cette manière de dire ou de faire de la part du commissariat général. Voilà, je termine là-dessus. Vous aurez vu que je suis un petit peu un avocat raté. J'aime bien tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Au revoir.